tout le monde, bienvenue pour cette première émission de la journée des tables rondes de la culture. Donc là, ça commence à 10h avec nous, avec médiation et numérique. Je laisserai nos intervenantes se présenter ensuite. N'oubliez pas cependant que la journée est composée de 3 conférences. À 14h, vous aurez réalité, enjeux et scission entre médiation et animation culturelle. Et à 16h30, les enjeux de la cohabitation culturelle en France métropolitaine. Mais pour le moment, on va s'occuper de médiation et numérique avec nos 4 intervenantes qui sont juste ici. Je vais les laisser se présenter, donc qu'elles rappellent leur nom, la structure où elles travaillent et notamment la place du numérique dans leur structure, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, je vais vous faire dans l'ordre où elle s'affiche sur mon écran, ça va être le tour de parole à chaque fois. Donc, Madame Legris, je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc Peggy Legris, je suis responsable de la médiation pour le pôle Beaux-Arts et Littérature à la Réunion des musées métropolitains Rouen-Normandie. Voilà, alors la place du numérique dans notre structure, pour l'instant, à l'intérieur, elle est relativement timide. C'est pas un axe sur lequel, pour l'instant, nous avons développé beaucoup de moyens. Mais depuis quelques années, tout de même, évidemment, via les réseaux sociaux ou via des sites spécifiques, nous avons développé plusieurs expériences et notamment la chambre des visiteurs, le club des visiteurs. Voilà, on pourra parler un peu plus tard. D'accord, bah, merci beaucoup. Géraldine Lemieux, vous, c'est forcément une grosse place qu'a le numérique dans votre structure. Vous pouvez nous en parler? Oui, donc Géraldine, je suis coordinatrice de l'association Pixel. Donc, comme tout le monde l'indique, on travaille sur le numérique et notamment sur les arts et cultures numériques. Donc, évidemment, oui, la place du numérique, elle est centrale dans nos activités. Puisqu'on valorise en fait l'ensemble des arts et cultures numériques, on essaie de faire des ponts entre ces disciplines artistiques et des disciplines peut-être un peu plus traditionnelles. D'accord, merci beaucoup. Madame Demani. Je suis Sadia Damani, responsable du département des publics au Musée national de l'éducation MUNAE. Et donc, le MUNAE, c'est un service du réseau Canopé, qui est un réseau d'accompagnement et de créativité pour les pédagogiques. Donc, le numérique pour ce réseau est une priorité. C'est l'opérateur du ministère pour certaines opérations numériques. Donc, le musée est au service de ce réseau. Pour le musée, le numérique a une place importante, même si on avait commencé un petit peu en retard à le développer, mais on le développe de plus en plus. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et pour finir, Madame Laure Dufay. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Laure Dufay, directrice de la régie des équipements culturels de la métropole de Rouen. Donc, la régie des équipements culturels s'occupe de plusieurs équipements de la métropole, dont l'Historial Jeanne d'Arc, la Creux de Saint-Maclou, le Donjon et le Panorama. Alors, ce sont des structures qui sont avec des projets tous relativement récents. Donc, la place du numérique, elle est très importante, puisque notamment à l'Historial Jeanne d'Arc, ça a été le premier site culturel à Rouen qui a été créé entièrement sur la base du numérique. Et puis, sur nos autres sites aussi, on a pas mal de dispositifs numériques qui soient in situ ou aussi une politique pédagogique ou de communication qui est forte sur les réseaux sociaux ou sur le web. Donc, effectivement, c'est un sujet qui nous intéresse aussi beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Donc, on va passer, maintenant que tout le monde s'est présenté, qu'on comprend un peu mieux votre lien entre le numérique et votre structure et vous-même. Comment on a remarqué, nous, au sein de notre groupe, et c'est pour ça qu'on fait cette conférence aujourd'hui, que depuis maintenant près d'un an, les structures culturelles, elles ont dû s'adapter à cette situation sanitaire par rapport à la Covid, que toutes les structures sont fermées et que si on veut garder une vie culturelle, ça se fait à distance. Et que notamment le Covid, le numérique, prend à ce moment-là ce rôle d'outil. Et moi, je voulais savoir ce que vous avez mis en place, si vous avez mis déjà des choses en place numériquement pour, au sein des choses, je vais refaire ma question,
Je voulais savoir si vous avez mis en place des choses numériques au sein de votre structure pour justement continuer à garder ce lien avec la culture et les gens. Au musée, à la réunion des musées, on n'a pas on n'a pas inventé de nouvelles outils ou de nouvelles applications. On s'est servi en fait de l'existant. Donc pour la plupart les réseaux sociaux des musées. Mais il est vrai que ce qui a changé, c'est que jusqu'alors les réseaux sociaux étaient vraiment pour nous des vecteurs de communication, d'information des visiteurs sur nos propositions d'événementiel, de rendez-vous, d'arrivée des expositions, ainsi de suite. Et depuis du coup le mois de mars maintenant, le mois de mars 2020, ce sont devenus des outils de communication à part entière. On communique sur soit ce qu'on fait pendant la fermeture des musées, mais aussi on communique sur les collections et les expositions qui sont peu vues par les visiteurs actuellement. Donc voilà, c'est là où il y a une bascule en fait qui s'est opérée. D'accord, donc c'est sur votre usage des réseaux sociaux chez vous qui a changé. Géraldine, chez vous, il y a quelque chose qui a changé ou pas? Alors, nous, ça n'a pas vraiment changé, à part que pendant le premier confinement, on a été finalement un peu pris de court, comme tout le monde, je pense, pour créer de nouveaux supports, imaginer d'autres choses, sans savoir combien de temps ça allait durer. Donc, en fait, on a d'abord fait des sortes de suggestions, on va dire, d'applications pour créer des choses, des films d'animation, des jeux vidéo, etc. Suggérer à notre public en fait qu'il existe ces applications-là et qu'ils pouvaient tout à fait nous partager ce qu'ils créent pendant ce confinement. Ça n'a pas très bien marché. Je pense que, voilà, comme je disais, on a été pris de court et en fait, oui, on a aussi utilisé les réseaux sociaux et on n'a pas voulu créer de nouveaux supports en fait réellement, puisqu'on ne savait pas exactement où on allait. Et par contre, avec le confinement, on a pu un petit peu anticiper les choses et on a proposé en fait une sorte de concours de pixel art où là, du coup, on a eu plusieurs participants. Et voilà, on a pu aussi animer un peu mieux les réseaux sociaux grâce à ça. Et donc animer à la fois le public et aussi les adhérents de l'association, les artistes avec qui on travaille. On a pu aussi faire quelques vidéos en fait, pendant tout le mois de décembre, une vidéo par jour avec une suggestion culturelle d'un des membres de l'association. Donc, ça a fait vivre aussi un petit peu les réseaux sociaux. En fait, de là à parler d'outils de médiation, c'est encore autre chose, quoi. Donc, comment chez vous, donc vous utilisiez toujours les réseaux sociaux, mais c'est surtout le support finalement artistique qui a changé en passant finalement au tout numérique et un peu moins de physique. D'accord, merci. Madame Damani? Eh bien, nous, au MUNAI, nous avons fait avec l'existant, en fait, et nous avons développé certaines choses. L'existant, c'est un site internet que nous avons développé un peu plus en créant des rubriques, notamment une rubrique qu'on a appelée MUNAI Évadez-vous, un jeu de mots avec le E de MUNAI Évadez-vous, / confinement, parce que c'était créé au premier confinement. Et puis, nous avons la base des collections qui a été aussi beaucoup alimentée par le travail des collègues chez eux d'inventaire, et puis la numérisation aussi. Et nous avons nos réseaux sociaux qui étaient des vitrines du musée parce qu'on présentait généralement sur ces réseaux, le réseau social. Nous avons 3 réseaux sociaux numériques, Twitter, un compte Twitter, un compte Facebook et un compte Flickr. Ce dernier, c'est un compte social numérique de partage de photos. Donc, la numérisation a continué pendant le confinement et donc il a été très, très alimenté. Et puis, nous servait aussi de base pour alimenter nos réseaux sociaux, comme le site, comme la base des collections. Donc, nos réseaux sociaux qui étaient
les vitrines, les moyens de communication, pas très utilisés comme maintenant, évidemment. C'était pour donner des informations, pour faire un retour sur un événement, une conférence, sont devenus nos outils de médiation. Donc, on les a exploités plus largement et puis on n'avait pas le choix. Donc, nous avons fait aussi, et c'est la première fois que ça nous arrive, nous avons adopté et transformé certaines expositions comme celle qui était en place au premier confinement et qui allait qui allait être démontée le 31 mars avec un événement autour. Elle a été mise en numérique, virtuel. Elle est maintenant en version virtuelle. Et puis l'exposition au deuxième confinement, il y a une exposition grand format pour laquelle les commissaires ont travaillé des années, qui a été inaugurée le 16 octobre. Eh bien, fermeture, deuxième confinement. Donc, elle a eu sa version numérique, donc elle est virtuelle. Nous avons aussi, au premier confinement, nous étions sur le point de mettre en place une exposition faite avec, c'était l'issue des travaux qu'on avait fait avec des personnes en détention au centre de détention de Val-de-Reuil, ce public empêché, mais on n'a pas pu la mettre en place in situ, donc on l'a transformée en exposition en ligne, qui n'est pas la même chose qu'une exposition virtuelle. Hein. L'exposition en ligne, c'est un document PDF qu'on avait mis avec la nouveauté avec le confinement, c'est une application faite maison, les réseaux sociaux, Canopé, qui s'appelle Pégase et qui nous permet de faire des actions autour de ces expositions virtuelles et en ligne. Voilà à peu près en gros ce qu'on a fait autour pendant ce confinement. Donc, si je récapitule tout ce que le MUNAE a fait, donc il y a eu l'expansion du site internet, une utilisation beaucoup plus poussée et accrue des réseaux sociaux, et aussi une application. Tout à fait. Ouais. Vous n'avez pas chômé. Ah non, et on ne chante pas non plus maintenant. Hein. Et du côté de la métropole, qu'est-ce qui a pu se faire? De notre côté, ça a été une année importante puisque finalement, cette expérience de confinement qu'on ne pouvait absolument pas imaginer hein, et de fermeture de nos musées, ça a changé quand même assez radicalement notre façon d'envisager la communication et la médiation sur le web et la façon dont on pouvait partager avec nos visiteurs parce que c'est vrai qu'avant cette expérience de confinement, on ne communiquait qu'à nos visiteurs physiques ou aux visiteurs potentiellement physiques et que là, il fallait communiquer avec des visiteurs exclusivement virtuels. Et ça, c'est absolument pas la même chose. Et donc, alors même qu'on ait des sites avec lesquels in situ, on est habitué à travailler avec l'outil numérique, que ce soit in situ ou sur les réseaux sociaux, on s'est rendu compte au premier confinement qu'effectivement, on pouvait proposer des nouvelles choses sur le réseau ou sur le web, on pouvait proposer du contenu, reproposer des contenus existants. Il y avait quand même une certaine frustration de ne pas pouvoir partager tout ce qu'on sait faire et tout ce que nos équipes et tout ce que les guides, les médiateurs savent faire in situ et de ne pas pouvoir le partager de la même façon musée fermé sur les réseaux. Donc, dès le déconfinement, en fait, on a vraiment pris les choses à bras-le-corps et on a décidé, on a envisagé une politique de médiation vraiment consacrée au web, une politique de médiation en ligne, qui est finalement assez différente d'une politique de médiation sur site. Et là, on a dès l'été et dès le deuxième confinement créé une opération vraiment exclusive qui s'appelle Ne perdons pas le fil sur tous nos équipements où via les réseaux sociaux et la création d'une chaîne YouTube, on crée 4 récurrences chaque semaine, donc des vidéos pour des formats assez courts et assez ludiques
sur chacun de nos équipements où on proposait via des regards différents, donc avec un format classique, un format assez familial et un format plus décalé, où on proposait de visiter en ligne nos équipements ou de faire des ateliers en ligne ou avoir des propositions complètement différentes. Voilà, on a fait à peu près 26 vidéos complètement en interne où on a changé complètement notre façon de travailler. Musée fermé. Donc, ça a été une expérience vraiment très enrichissante pour nous. D'accord. Et qu'on va continuer. Donc, pour comment résumer aussi de votre côté, donc c'est aussi les réseaux sociaux et le web. Il y a quelque chose qui revient dans pratiquement toutes vos participations et ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que les réseaux sociaux, ils ont totalement changé de rôle en fait. Avant, c'était des outils de communication que vous exploitiez, mais assez partiellement, et que maintenant, c'est vraiment devenu ce qui vous permet de garder le lien avec votre public et que c'est devenu vos outils de médiation, si j'ai bien compris. Est-ce qu'on peut rappeler à notre public qui n'est pas forcément dans le domaine de la culture, c'est quoi cette différence entre communication et médiation? Ça a changé quoi dans vos postes particulièrement en soi? C'est une question compliquée. Je me lance. Oui. Pour nous, du coup, la communication est vraiment sur l'information et la proposition aux visiteurs de tout ce qu'on peut venir chercher, venir trouver dans nos établissements. On est vraiment sur l'informatif. En termes de médiation, la médiation, c'est vrai que quand on est dans un musée, moi j'aime bien cette image de dire que le médiateur, c'est le trait d'union entre le visiteur et l'œuvre. Il est là c'est un facilitateur, le médiateur, pour que le public puisse découvrir une collection, des œuvres, ainsi. Voilà. Donc là, de fait, quand on a réfléchi à faire de la médiation numérique, de la médiation en ligne, il a été nécessaire pour nous effectivement de revoir, mais comme le disait Madame Dufay, ça a complètement changé les perspectives et les modes d'appropriation de ces outils-là, puisque pour nous, vraiment, les réseaux sociaux, c'était l'outil des communicants. Et là, au jour d'aujourd'hui, nos réseaux sociaux sont devenus les outils des médiateurs. Et comment est-ce qu'on donne à voir nos collections? Comment est-ce qu'on donne à les comprendre via des formats différents, puisque effectivement, on ne va pas du tout faire la même chose quand on est sur site et qu'on a avec nous des visiteurs pendant 1 heure, 1 heure et demie, où on va parcourir nos collections. Alors, sous plein de formats différents, mais on est dans le parcours dans nos collections. Et là, tout d'un coup, on va être obligé de développer des supports où en 30 secondes, 1 minute, 4 minutes grand maximum, il va falloir donner de l'information, mais de façon ludique. Ça, je pense que c'est important aussi. Ça nous a obligés à avoir un œil un petit peu plus affûté et un petit peu plus ludique sur nos collections, parce que si, c'est important surtout en période de confinement, d'ouvrir un petit peu et d'alléger un petit peu les journées des personnes. Alors après, il y a une vraie différence effectivement entre le premier confinement, la période, on va dire, intermédiaire et le deuxième confinement, ou le premier confinement. Alors nous, on apprenait, très, très honnêtement. Nos visiteurs en ligne étaient très friands de tout ce qu'on pouvait proposer. C'est vrai que sur la deuxième période, là où nous, on était du coup un peu plus affûtés, on a bien senti qu'il y avait quand même un ralentissement de l'intérêt pour tout ce qui était proposé en ligne, mais parce que c'était vécu très différemment et dans des conditions différentes. Mais donc voilà, c'est 2 versions très différentes. Alors après, moi, ce que je vois comme avantage, c'est que du coup, il y a un vrai lien, un lien beaucoup plus facile qui est entre médiation et communication, puisque là, du coup, les deux sont interdépendants. Et du coup, ça change. Nous, ça a vraiment changé, même en interne, notre façon de travailler ensemble. Où maintenant, le service des publics est directement associé à l'éditorialisation et à la réflexion de la politique éditoriale et de la politique de diffusion
sur les réseaux sociaux et sur le site web, des choses qui étaient effectivement moins bien puisqu'on était pris par tout ce qui peut se passer in situ en fait. D'accord. C'était une réponse très très complète. Merci beaucoup. Est-ce que, parce que pour moi c'est un petit peu difficile d'ajouter quelque chose à ça, mais est-ce que quelqu'un veut peut-être exemplifier, dire comment dans sa structure ça s'est passé concrètement, comment vous avez réfléchi et pensé ces posts de réseaux sociaux, mais pour la médiation finalement et plus pour la communication? Je laisse. Moi, sur notre organisation, il a fallu revoir l'organisation interne complètement, puisque, comme le disait Peggy Legris, effectivement, le service communication n'est pas le service médiation et un community manager n'est pas un médiateur et les médiateurs ne sont pas des communicants. Et au-delà de ça, ça demande d'autres compétences aussi qui sont très spécifiques, des compétences techniques, des compétences de montage, des compétences qu'on n'a pas forcément en interne. Donc en fait, nous, ça a aussi été un outil de mobilisation interne de toute l'équipe, c'est-à-dire qu'on a fait appel à tous les talents de l'équipe. Donc, les communicants, on a créé un groupe de travail, les communicants, les médiateurs, mais aussi les techniciens, puisque dans nos équipements, on a des régisseurs, on a des techniciens qui savent aussi manier l'outil vidéo et le montage, et des personnes qui ne sont pas forcément habituées à communiquer ou à travailler sur cet aspect-là. Et en fait, on a créé un groupe de travail et tout le monde a travaillé ensemble sur cette période de fermeture. Donc, c'est redéfinir complètement les métiers. Et aussi, les médiateurs, un exemple, n'est pas forcément évident pour un médiateur qui est très habitué à être avec le public, mais avec un public physique, tout d'un coup, de faire une vidéo, d'être un peu dans le show, un peu dans la comédie, et d'être diffusé sur les réseaux sociaux et visible par des dizaines de milliers de personnes. Donc ça aussi, c'est quelque chose, quelque chose à travailler en interne. C'est vraiment, ça nous a permis aussi nous de réapprendre nos métiers, de nous remettre en cause et de nous réinventer. D'accord. Donc, dans vos structures, finalement, il y a eu une transformation du métier médiateur qui a dû maîtriser de nouveaux outils. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose que vous souhaitez faire partager dans comment vous avez réfléchi au Munae ou chez Pixel? Bon, si c'est pas grave, on passe à autre chose. Oui, en fait, parce que moi, je voulais rebondir justement sur ce que vous disais lors du fait, c'est que nous, on est confrontés en fait souvent à des formats qui sont plutôt liés pour les cultures numériques à YouTube et de la vulgarisation scientifique. Et donc justement, ma réflexion, c'était que dans la mutation un peu qu'a créé ce confinement et puis le fait d'inventer de nouveaux formats pour des structures qui n'avaient pas forcément l'habitude, je trouvais que ça se rapprochait de cette activité de youtubeur qui constitue aujourd'hui une sorte de nouveau métier, quoi. On nous en parle souvent. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très très bonnes sur YouTube, il y a un peu de tout, mais il y a aussi des choses très mauvaises, mais après sur de la vulgarisation, voilà, il y a des choses très intéressantes. Et ce format condensé, justement, ça n'a rien à voir, quoi, par rapport à ce que disait aussi Peggy Legris. C'est un nous, on nous a beaucoup sollicité en fait sur cette première période de confinement pour justement former des équipes à ces outils vidéo, à comment faire une vidéo, avec quel matériel on peut adapter tout ça, parce que ça a un coût aussi, quoi. Donc c'est autre chose encore. Et c'était pas forcément prévu, notamment du coup dans les structures culturelles. C'est pas toujours compté dans les budgets, quoi. Donc ça, c'est un point qui est important, je pense. Et puis aussi, ça a nécessité une adaptation rapide pour chacune des structures. Donc voilà, ça fait des formations en plus et repenser très rapidement son métier et s'improviser un petit peu youtubeur, quoi. Et c'est vrai que du coup, le travail de communication et le travail de médiation, selon les structures, bon, nous, on est une association, donc on n'est pas beaucoup, on est obligé un petit peu de faire les deux.
en même temps. Mais c'est vrai que du coup, on distingue quand même les deux parties de nos journées où on fait à la fois des réseaux sociaux où là, on informe les gens, et puis le côté médiation où là, on réfléchit aussi autrement à comment on transmet les choses. Et voilà, il y a la question de passer des informations et le type d'information, en fait, c'est le type d'information qui est différent. Et là, du coup, on mélange un peu tout. Parce que finalement, vous, chez Pixel, en fait, vous êtes un peu acteur de cette transition numérique, parce que non seulement vous faites de la médiation envers les arts numériques, tout ce qui est pixel art ou le jeu vidéo ou autre, mais aussi vous, si je me souviens bien, vous avez des ateliers où vous apprenez aux gens comment à utiliser des logiciels de montage et autres, finalement. Est-ce que vous pensez est-ce que c'est quelque chose qui a l'air de revenir quand vous dites que le premier confinement s'est un peu fait dans la précipitation, que le Covid a finalement précipité quelque chose qui devait déjà arriver, que ça allait se faire bien après, que la médiation envers la culture se ferait beaucoup par Internet et que finalement le Covid n'a fait que précipiter. Je vois des oui partout sur mon écran. Oui, on a été mis au pied du mur, en fait. Est-ce que je peux répondre? Oui, bah, allez-y. Pour le Munae, je pense que, et comme d'ailleurs pour toutes les structures, cette crise a bouleversé les pratiques et il nous a en même temps obligés de nous réinventer. Donc, nous, au niveau, si je reviens aussi sur la communication très vite, sur la communication, la médiation, en 2 mots, la communication s'est pratiquement affaiblie avec cette crise. Et les actions, notamment sur les réseaux sociaux, les actions numériques, se sont amplifiées au niveau de la médiation. Donc, c'est tout un métier qui n'était pas prêt, même si on avait des activités en numérique, oui, en numérique, ont été chamboulés vers ces outils-là. Il fallait et c'est pas la même chose, hein, c'est ce qui vient d'être dit, c'est pas la même chose des actions de médiation in situ avec le médiateur, la médiatrice, un public présent qui soit scolaire, parce que notre public premier c'est scolaire, ou individuel, ou un public en situation de handicap, tout type de public. Il y a une médiation en face du public a besoin des outils autres que la médiation adaptée au numérique. Donc ça, je pense que c'est le bouleversement et le fait d'être réinventé, obligé par cette crise, c'est vu dans plutôt le métier de médiation. Pas la communication, parce que nous, de notre côté, je ne sais pas ce que l'on est pour les autres organismes, mais nous, la communication qui consistait à, notamment sur les réseaux sociaux, à communiquer certaines informations et qui n'ont plus d'être avec le confinement, a été mise un petit peu en arrière pour donner plus de place à la médiation sur les réseaux sociaux. D'accord. Et est-ce qu'il y a dans d'autres structures où vous pensez que, parce que j'ai eu un oui assez général quand je disais quand je demandais si cette transition finalement le Covid ne l'a pas juste accélérée et qu'elle devait se faire. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose à cela? Parce que je vois que je n'ai pas de questions dans le chat. Non, je crois qu'on a tout. Alors attendez. À ce moment-là, c'est pas grave, ça nous fait une transition parfaite pour la suite. On va quitter la Covid, puisque donc, cette transition devait finalement se faire. On va pouvoir parler des différences entre comment médiation humaine et numérique, justement. C'est pourquoi, qu'est-ce que le numérique a de plus et pourquoi cette transition vers le numérique se fait de plus en plus, finalement, selon vous? Vaste question. Est-ce que même après le Covid, le musée de demain sera entièrement numérique? Non, j'espère pas. Alors, pourquoi? Je vais reprendre le tour de mon nez, je vais faire un tour d'écran. Le musée, c'est un lieu de rencontre avec une œuvre. S'il n'y a plus de contact direct avec l'œuvre, on perd quand même l'essence même de l'expérience musée. Alors c'est vrai qu'en fonction des structures, on est tous très différents et que
Et en fonction des collections, des situations, le numérique avait déjà sa place à part entière. Le numérique, de mon point de vue, c'est un plus. Ça permet d'apporter une expérience supplémentaire, ça permet d'apporter des informations, des ressources supplémentaires, alors in situ, ça c'est évident, mais voir une œuvre sur un petit écran ou voir une œuvre en vrai, c'est absolument pas la même chose. Il est important de surtout pas perdre ce lien. Après, là, ce qu'on va garder, ce qui est évident, c'est-à-dire que ça nous a obligés de faire un vrai pas en avant et effectivement d'aller toucher des visiteurs qu'on n'aurait pas, qu'on n'a pas. C'est vrai que jusqu'alors, on s'adressait à nos visiteurs. Maintenant, on s'adresse beaucoup plus largement des visiteurs potentiels, des personnes intéressées beaucoup plus largement. Et là, on ne va pas sans l'autre. Ça, c'est pour moi assez évident. D'accord. Chez Pixel, qu'est-ce que vous pensez sur la cohabitation entre l'humain et le numérique? Nous, on ne sommes que des robots. D'accord, très bien. Je rigole évidemment, mais non, en fait, je rejoins aussi sur l'expérience de l'expérience du musée, l'expérience de l'œuvre qu'on a en face de nous. On n'est vraiment pas partisan du tout numérique, justement. L'idée, c'est qu'on puisse s'approprier ces outils numériques et pas justement en être esclave, si je dis un mot assez intense. Mais justement, pour nous, c'est un outil, le numérique, pour pouvoir faire de la médiation autour de la culture. Et, en tout cas, en ce qui concerne les musées, puisque on est aussi partisan du fait que le numérique peut être une œuvre à part entière. En fait, on a des œuvres numériques qui sont très intéressantes, donc, mais qui sont montrées aussi au musée, donc, auxquelles on peut se confronter en face aussi, quoi, tout comme une toile. Après, ce que permet le numérique selon son format, c'est justement sa diffusion. Donc, on peut être à la fois au musée ou quand on ne peut pas être au musée, soit parce qu'il y a une épidémie mondiale, soit parce qu'on est trop éloigné ou qu'on a peur d'aller au musée, qu'on a l'impression que c'est pas pour nous. Enfin voilà, ça pose la question de l'accessibilité. Je pense que comme le disait Peggy Legris, voilà, il y a un public plus large quand on fonctionne par exemple avec des contenus en ligne, où là on arrive à toucher à la fois des gens qui vont au musée habituellement et d'autres personnes qui n'osent pas forcément y aller ou alors n'ont pas vraiment ces pratiques-là. Ce qui peut être vraiment intéressant du coup pour peut-être développer ces publics-là. Après, la question c'est est-ce qu'une personne qui n'allait pas au musée après avoir suivi les contenus numériques des musées va se déplacer ensuite? Je ne sais pas, mais en tout cas, le but c'est aussi que les contenus soient transmis en fait. Enfin, pour moi, c'est ça l'idée, quoi. D'accord. Donc le numérique finalement n'étend pas les publics, mais les complète en fait. C'est un autre public encore qui viendrait faire pour la médiation numérique. Est-ce que Pardon. Il y avait aussi du coup l'exemple, je ne sais pas si vous avez ça dans vos résumés, mais les microfolies en fait de la Villate qui du coup propose des musées virtuels. Évidemment, ça ne va pas remplacer quand je vais aller au Louvre voir la Joconde, ça ne va pas remplacer mon expérience de public. Par contre, je vais pouvoir y accéder grâce au musée virtuel, alors que peut-être que dans la vraie vie, je n'y accéderai jamais. Soit parce que je ne vais jamais à Paris, soit parce que y a trop de monde devant ce tableau connu. Et ça permet aussi d'avoir un support pour, par exemple, des enseignants ou même des médiateurs, un support pour pouvoir parler de l'œuvre même à distance, quoi. Ce qui n'empêche pas d'aller la voir un jour, puisqu'on la connaît virtuellement. D'accord. Donc le numérique permet aussi de gommer le problème géographique et la distance vraiment physique entre le musée et la personne. Au Munae, quels sont les liens, on est toujours sur cette même question, entre les liens entre médiation humaine et médiation numérique? Est-ce que l'un peut remplacer l'autre ou est-ce que c'est différent finalement?
Non, avec cette expérience, justement, on trouve que c'est assez différent. Je rejoins mes collègues dans le fait que le numérique ne remplace pas le réel. Ce n'est qu'une fenêtre. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il est défini. Le numérique est une fenêtre sur le réel. Il donne une opportunité au musée peut-être de donner d'autres formes d'apprentissage que le réel ne donne pas ou donne différemment. Donc, pour nous, au MUNAE, de toute façon, il n'en est pas question du tout numérique, mais on prend cette opportunité parce qu'il faut dire qu'il a beaucoup pensé. C'est cette crise qui nous a donné cette opportunité-là de voir qu'on pouvait faire des actions en numérique. Mais reste aussi la frustration de faire des actions de médiation sur les réseaux sociaux et qu'on ne sait pas, même si on a le nombre de personnes touchées par nos actions tous les jours et plusieurs fois par jour, même s'ils ne vont pas forcément liker ou partager, mais on a les statistiques des personnes touchées. Mais en fait, c'est une remplacement. On ne sait pas ce qui a intéressé les personnes. On n'a pas encore un retour comme on peut l'avoir quand les personnes bénéficient d'une médiation in situ. Donc ça, on n'a pas encore la possibilité de savoir. Donc le numérique ne remplacera jamais pour nous, enfin jamais, il ne faut jamais dire jamais, mais il ne remplacera pas le réel. Et il peut le compléter, continuer à travailler, parce que nous, on l'a vu au premier confinement, même si on était un petit peu abasourdi au départ, mais il y a eu des moyens de pouvoir intégrer on n'avait pas d'expérience de médiation numérique. Donc, il y a eu des hashtags que le ministère de la Culture a mis en place, qu'on a suivi, et après, on a réinventé notre façon de travailler en donnant aussi des contenus pour le public adulte et des contenus des ateliers jeunes publics avec des tutos. On n'avait pas l'habitude de faire ça, on l'a fait, mais on le fait beaucoup mieux en présentiel. Donc, tout ça nous montre que le numérique, c'est cette fenêtre-là, mais comme on a commencé à avoir cette expérience-là, on va continuer à le faire. On va continuer à le faire, peut-être pas d'une manière chronophage comme maintenant, mais ça va, de toute façon, l'utilisation du numérique va changer. Notamment pour les expositions. Maintenant, nos expositions c'est une demande, parce qu'au départ, nos expositions temporaires étaient toujours transformées au format itinérant pour pouvoir faire bénéficier tout le territoire et même au-delà des fois de ces expositions. Aujourd'hui, ça va être aussi le numérique, même s'il a un coût, le numérique. Pas seulement les réseaux sociaux auxquels on peut partager gratuitement le numérique. Ça demande aussi des formations, des installations, des applications et qui coûtent. Peuvent coûter cher ou pas. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Moi, si je peux juste donner un exemple d'une application que nous avons eu in situ même avant le confinement et on s'en est séparés en septembre 2019, en fait, si on le savait, on l'aurait peut-être gardé un petit peu. C'est une application d'aide à la visite qu'on avait acheté, dont on avait acheté les services et la maintenance. Mais notre public qui venait au musée, on lui proposait, ça suffit aussi de l'achat de tablettes, etc. On lui proposait cette application. Et puis, à notre grande déception, le public n'y a pas adhéré. Donc, on a toujours entendu dire, c'est peut-être aussi le public du Musée national de l'éducation et particulier, je veux dire, et spécifique au Musée national de l'éducation, mais on a toujours entendu dire que moi, je viens pour voir les œuvres, c'est pas pour prendre une tablette et regarder sur ma tablette, sinon je l'aurais fait chez moi. Vous voyez, c'est parce que c'est une application qui pouvait aussi être
activités regardées à partir de chez soi ou sur sa tablette ou son smartphone. Vous voyez, c'est le numérique pour nous ne remplace pas le réel. Voilà. D'accord, donc le numérique ne peut pas, enfin, selon vous, ne peut pas remplacer la médiation humaine. Cependant, comment à chaque fois quand on vous écoute, parce que il suffisait que je demande les questions pour qu'elles arrivent tout à la suite, donc je vais essayer de faire des transitions vers les questions qui ont été posées. Oui, vous dites que le Covid, ça a été quand même une période très riche en apports numériques, que vous avez pu faire plein de choses. Est-ce que vous allez garder des choses qui sont arrivées avec cette période de la Covid chez vous? Au Mulay? Je pose la question à toutes celles que j'ai devant moi. Donc, on peut commencer par le Munay. Est-ce que vous allez garder des choses qui ont été faites au Munay pendant le confinement? On va garder évidemment les expositions virtuelles, les jeux sur l'application Gaz dont je vous avais parlé. D'ailleurs, on va la développer, ces parcours. On va développer des parcours sur cette application. Mais la médiation au numérique, la médiation sur les réseaux sociaux, si le public revient et si on est de retour dans nos locaux, oui, non, on va pas garder la cadence d'aujourd'hui. C'est clair. Oui, côté RMM, oui, l'ambition c'est de poursuivre en tout cas ce qu'on a mis en place, de garder cette médiation via les réseaux sociaux, parce qu'elle nous permet de toucher un public, on sait, différent, un public plus jeune. Elle nous permet aussi de communiquer. Finalement, la médiation va devenir on va pouvoir faire des teasers en fait. Donc finalement, ça va presque devenir un moyen de communication, de donner l'envie différemment de devenir au musée. C'est vrai que je pense que ça va changer cet aspect-là. Ce qu'on mesure encore peu, c'est qu'effectivement, comme on a pu le dire toutes, c'est que jusqu'alors, nous, c'était pas des choses qu'on faisait. En tout cas, la médiation numérique à l'échelle du service de la médiation. Donc, aujourd'hui, on a dégagé du temps parce qu'effectivement, le public n'est pas sur site. Le jour où le public sera sur site, il faudra qu'on réévalue et qu'on voit effectivement comment on garde cette part de médiation numérique. Mais je pense qu'on ne reviendra pas en arrière, très honnêtement. En tout cas, sur la partie réseaux sociaux. Et parce qu'on voit bien qu'il y a aussi un intérêt, ça nous permet aussi, nous, par exemple, l'atelier qu'on a pu développer, de garder trace de ce qu'on fait. C'est vrai que c'était une lacune chez nous, dans l'instant, on propose des événements au public, on propose pas mal de choses, mais on ne gardait pas de traces. Et là, c'est vrai que même typiquement, aujourd'hui, la décision a été prise quand on fait des appels d'ordre des marchés pour différentes actions événementielles. Et à l'intérieur, nous, de nos pratiques, c'est de garder un petit volet numérique pour se donner l'occasion, si c'est possible, si c'est nécessaire, de faire un tuto atelier, de faire une captation d'une intervention dans le musée pour pouvoir aussi la rediffuser et puis la garder sur le plus long terme, garder une espèce de mémoire de ce qu'on peut produire sur ce qu'on a très peu jusqu'à. D'accord. Donc vous, ça va surtout vous servir à garder finalement une trace de tout ce qui a été produit et même de faire des effets d'annonce avec les teasers, si je résume. Oui, des effets d'annonce. Et puis c'est vrai que par exemple sur un conte ou un spectacle dans le musée, on a une jauge qui est quand même réduite parce qu'on est dans des conditions particulières, donc on ne peut pas accueillir, même en temps normal, on ne peut pas accueillir tous les visiteurs qu'on voudrait. Là, ça permet aussi de diffuser auprès des visiteurs qui ne seraient pas venus, qui ne peuvent pas venir, ce qui se passe à l'intérieur du musée. C'est une espèce de fenêtre sur la programmation du musée. En fait. D'accord. Est-ce que chez Pixel, il y a des choses que vous allez garder de ce confinement au sein de votre association? Nous, ça va être plutôt en lien avec les autres structures finalement. En fait, oui. Parce qu'on nous a sollicité plutôt pour des formations
Ça va être du coup travailler avec ces structures-là. On faisait déjà des formations, mais par contre, c'est sur tout ce sur le contenu de ces formations. C'est que avant, on ne nous demandait pas spécifiquement sur de la vidéo en stream, par exemple. C'est des choses qui sont revenues souvent. Tout le monde essaie de s'adapter, un peu comme vous dans votre organisation de table ronde. Chacun, du coup, s'est confronté à ça. Et du coup, c'est quelque chose qu'on nous demande de plus en plus. Donc, nous, on n'était pas non plus spécialistes du stream. Par contre, du coup, il y a des vidéastes avec qui on travaille qui s'y sont mis vraiment, là, pour le coup, ça a en effet un peu accéléré les choses. Donc, je pense que ça, ce sont des choses qu'on va pouvoir regarder aussi à proposer en formation à l'avenir, puisque je pense que justement des formes qui se mettent en place. Donc, le stream, ça peut être aussi tout ce qui est vidéo, de vulgarisation scientifique. Et après, vu qu'on n'a pas spécialement développé comme le MEDAE d'application ou quoi, on n'a pas de lieu spécifique, c'est encore différent. On était déjà assez présents sur les réseaux. D'accord. Et j'ai une autre question, donc c'est Lola qui pose la question. Quand on voit le budget parfois dédié aux installations numériques, ça laisse penser que c'est un investissement sur le long terme qui a été fait pour perdurer même après la crise sanitaire. Donc elle se questionne sur finalement, quand vous avez mis les choses en place, est-ce que c'était pas déjà fait pour être gardé après, ou c'était vraiment que pour cette crise? Il y a une différence entre les installations numériques qui sont in situ, effectivement, qui demandent un très gros budget, et là, qui sont prévues très en amont, et puis le budget qui est demandé pour des opérations numériques en ligne. Là, c'est complètement différent. Sur le en ligne, nous, par exemple, on a improvisé les choses et on a tout fait en interne. Donc, c'est quelque chose qui ne demande pas finalement, quand il y a les compétences, qui ne demande pas forcément énormément de budget. Par contre, ça demande un renforcement des compétences et ça demande des formations. Mais les réseaux sociaux, c'est quelque chose finalement qui peuvent se faire avec assez peu de budget. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut perdurer et qui peut être une solution aussi de communication et de lien avec le public pour les petites structures. Parce que finalement, c'est beaucoup de travail et ça peut être fait avec un peu de matériel et surtout beaucoup de créativité et d'imagination. D'accord, merci beaucoup. Donc, je n'ai entendu que la fin de la réponse. Désolée, mais le problème est résolu. Comment sinon, donc, j'ai une autre question de Guillaume. Donc, je la découvre en même temps que vous. Est-ce que le numérique pourrait devenir une solution pour faire voyager les collections autour du monde sans avoir besoin de les déplacer physiquement, au risque de les abîmer? Savez-vous si ça se fait déjà? Oui. Je peux peut-être répondre parce qu'on a l'expérience UNAE. Tout à fait, oui, allez. Oui, moi, je pense que c'est vrai que le numérique, il a beaucoup d'avantages et celui-ci, c'en est un. Nous, l'expérience des expositions numériques qu'on a envoyées, ce sont des panneaux lourds. Et chaque exposition peut être composée d'une dizaine de panneaux. Donc, il y a, même si on envoie en France, c'est le poids de l'envoi, en fait. Et ce qui nous est arrivé maintenant, et ça a été amplifié avec cette crise sanitaire, c'est l'envoi de fichiers numériques de ces expositions. Donc, il n'y a pas besoin d'envoyer les bâches, les panneaux d'exposition, et c'est à l'organisme, mais ce ne sont pas des expositions numériques, c'est à l'organisme qui réceptionne, qui a demandé l'exposition, d'imprimer, on donne une autorisation d'imprimer les panneaux. Donc ça, oui, le numérique, je pense que… Et puis, c'est cette qui a mis peut-être cette solution-là en place, qui nous a obligés à trouver ce type de solution.
les collections peuvent voyager, mais pas les collections, hein. Des copies de collections, des collections numérisées, parce que ce n'est pas la même chose. Les collections numérisées peuvent voyager via le numérique dans le monde entier. Et on a cette expérience-là. On a envoyé dernièrement une exposition sur les filles-garçons, sur le rapport à l'éducation, l'évolution de l'éducation des filles-garçons, qui est une thématique très demandée. Et on a envoyé des fichiers là dernièrement au Maroc, par exemple. D'accord. Il n'y a que le numérique qui a pu nous le permettre. Au-delà de ça, moi je dirais que déjà l'économie des expositions temporaires, elle a quand même été, elle a beaucoup évolué au fil des dernières années. Au jour d'aujourd'hui, les budgets des expositions temporaires sont plus les mêmes, hein, parce qu'il y a quelques années, on a réduit la voilure. Donc la question des prêts, ça reste une question essentielle au cœur de nos métiers. La question effectivement de faire voyager les collections. Après, c'est aussi faire voyager les collections, c'est aussi une de nos missions, puisque c'est une façon de faire découvrir le patrimoine en dehors des murs. Donc, on continue à le faire. Mais c'est vrai que typiquement sur les expositions qui ont été montées là sur la dernière année, on a été obligé de renoncer à des prêts qu'on avait imaginés, non pas parce que les œuvres ne pouvaient pas venir, mais parce que les convoyeurs ne pouvaient pas venir. Là, c'est l'humain qui était bloqué et non pas l'œuvre. Après, je dirais que tout est possible. Effectivement, il y a des expositions tout numériques. Peut-être que le numérique peut remplacer partiellement parfois la confrontation vis-à-vis d'une œuvre. Je pense que c'est comme tout, en fait, on va trouver un équilibre. Là, on expérimente et puis l'équilibre va se trouver. Donc, voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc ça, c'est une question qui vient de moi. Donc on voit que le numérique, ça peut réduire la distance géographique, mais est-ce que ça peut aussi rapprocher des publics qui d'habitude ont des difficultés à aller au musée? Je pense notamment au public handicapé ou autres. Est-ce que le numérique leur permet d'accéder plus facilement aux œuvres et à la culture finalement? Est-ce que vous avez des dispositifs dont vous pouvez parler pour nous montrer? Non, c'est vrai, nous, on n'a pas de dispositif qui permet de faire ça. D'accord. Concrètement, effectivement, les visites virtuelles se développent de plus en plus. Après, il ne faut pas que la visite virtuelle devienne, en tout cas de mon point de vue, qu'on se dise que sous prétexte qu'on a une visite virtuelle, on n'est plus obligé de faire les adaptations, les efforts nécessaires pour accueillir les publics dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Donc, effectivement, la visite virtuelle, elle a un intérêt quand on est éloigné, mais elle ne doit pas être prétexte à ne pas faire les aménagements nécessaires pour accueillir les publics. D'accord. Donc finalement, le numérique n'est qu'en complément des aménagements déjà humains et autres. Ouais. Et puis, il y a quand même un quart des Français qui n'ont pas forcément accès au numérique en France. Donc, c'est pas non plus la solution miracle. Il y a une vraie vigilance à avoir là-dessus, sur la fracture numérique et sur est-ce que le numérique élargit le public? Oui. Est-ce qu'il le diversifie? J'en suis pas sûre. Ça, c'est une autre question qu'il faudra se poser. Justement, ça a été une question qui a été posée. Qui demandait est-ce que ces outils numériques ils touchent un autre public ou est-ce que finalement c'est le même public qui vient? Ce sont plutôt des visiteurs habitués? Alors attendez, je vais vous lire la question en entier. Est-ce que les outils numériques vous permettent de toucher de façon notable un autre public ou est-ce que les utilisateurs de ces outils sont-ils plutôt des visiteurs habitués qui ne peuvent se rendre sur place pour le moment? C'est Mathis qui pose la question. Les deux. Les deux, d'accord, très bien. Les deux. Alors, au niveau des réseaux sociaux, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une vraie différence d'utilisateurs et d'utilisation. On voit très bien que Facebook, c'est notre public. C'est assez clair, c'est notre public habituel.
Sur Instagram, on a un public un peu plus jeune et un peu plus éloigné. Mais ça reste effectivement un public quand même habitué à visiter des espaces culturels, des lieux de culture. Voilà, on va pas chercher le compte Instagram d'un musée si c'est pas déjà un espace avec lequel on a l'habitude de côtoyer très, très longtemps. J'aimerais que ce soit une solution miracle, mais je pense que ça ne Ouais, je suis complètement d'accord. C'est un peu différent pour le MUNAI. Moi, je pense que notre public numérique et le public qui vient au centre d'exposition notamment est complètement différent. Et là, on le voit par rapport aux questions, par rapport au profil aussi des personnes qui nous suivent ou qui réagissent à nos publications. Ce sont des internautes, c'est un public peut-être d'un certain niveau d'instruction élevé, généralement c'est des universitaires qui peuvent venir au musée mais qui sont loin de Rouen, et ce ne sont pas forcément des visiteurs, parce que là c'est le public, mais ceux qui viennent au centre d'exposition, on parle d'un visiteur en fait, il vient pas seulement visiter l'exposition, il vient pas seulement voir une œuvre, mais il vient aussi pour voir un contexte. Il vient voir cette maison du 15e, 18e siècle. Il vient voir un parcours tracé par de l'exposition. Il vient voir une salle de classe, même si elle est très diffusée en photo, mais il vient la voir en vrai pour toucher ce bois et tous ces matériaux qui composent les éléments de cette classe. Et le public qui vient, ce sont des touristes qui passent dans cette rue ou parce qu'ils ont lu quelque chose sur le musée, ou des passants, des personnes de Rouen, des passants qui passent dans cette rue aussi par hasard et qui rentrent par hasard parce que le musée est gratuit, ouvert, etc. Donc, ce n'est pas, nous, on a constaté, et ça, c'est vu dès le premier confinement, c'est pas du tout le même public. Même si on peut retrouver quelques éléments dans l'un et l'autre, mais c'est vraiment différent. D'accord. Donc oui, le numérique, finalement, ça crée deux publics. Il y a le public à distance du musée, son public des réseaux et d'Internet, et son public in situ. J'ai une autre question qui, selon moi, est intéressante, donc qui est une question d'Héloïse qui dit « Avec les contraintes de fermeture en 2020, la plupart des lieux culturels ont lancé de nouveaux modes de médiation via le numérique. Pensez-vous que l'on puisse arriver à une forme de saturation des propositions, saturation qui perdrait le public plutôt que de maintenir un lien avec celui-ci ?» Et je pense notamment tout à l'heure où vous disiez que sur ce second confinement, vous étiez beaucoup moins suivi numériquement sur Internet que sur le premier, finalement. Est-ce que on peut répondre à cette question? Je pense que là-dessus, effectivement, comme Géraldine le disait au début, je pense qu'on s'est un peu tous lancés. Après, comme YouTube, il y a des bons et il y a des mauvais YouTubeurs. Il y a forcément un bilan qui doit être fait de tout ce qui a été proposé et seules les bonnes propositions vont rester. Et je pense que tous les musées et les structures culturelles vont devoir faire un réel bilan à la fois qualitatif et quantitatif de tout ce qui a été proposé. Et lorsque les musées vont ouvrir à nouveau, de toute façon, l'équilibre va aussi se retrouver puisque les équipes vont retravailler aussi en physique et c'est aussi notre vocation première de toute façon. Donc, on a vraiment hâte de retrouver nos visiteurs. Mais aussi, les propositions vont être moins nombreuses et peut-être plus qualitatif pour le coup. Donc, mais je pense quand même qu'il y a des choses à garder de ce qui a été fait. Nous, pour le coup, au deuxième confinement, on a vraiment produit des choses et des vidéos qui étaient spéciales pour les réseaux sociaux. Et là, on a vraiment vu une hausse très importante de fréquentation de nos réseaux. Donc, peut-être ça dépend finalement un peu du format et du contenu. Mais il y a clairement une compétition en ce moment, une concurrence entre toutes les structures et il va falloir que tous on fasse le bilan de ce qu'on a proposé, bien sûr.
Oui, je pense qu'en termes de saturation, je pense que tout le monde l'a un petit peu constaté en fait sur ce deuxième confinement. Enfin, déjà moi-même, je l'ai constaté pour moi. Je trouvais qu'il y avait énormément de choses, je n'arrivais plus à suivre ce qui se passait en fait. Et ben, du coup, je l'ai constaté alors que je travaille dans le milieu culturel, donc j'imagine même pas des personnes qui sont un peu moins concernées, quoi. Donc les publics de façon globale. Après, du coup, je pense qu'il y a une saturation aussi parce que on ne peut pas sortir et il y a une certaine frustration aussi quand on ne peut pas, quand on a l'habitude d'aller dans des lieux culturels et qu'on ne peut plus y aller, ben il y a une limite en fait d'avoir des contenus vidéo, c'est très intéressant, mais je pense que ça se complète en fait avec une sortie, etc. Et on l'a beaucoup constaté aussi. Alors c'est pas une sortie au musée concrètement, parce que nous de toute façon on n'est pas un lieu, donc on compose toujours avec les lieux qui nous accueillent aussi. Donc, nous, le public, il est ciblé beaucoup sur Internet finalement. Puis après, c'est aussi le public. On rencontre évidemment des gens qui nous suivent sur les réseaux, etc. C'est les gens qui viennent sur nos expositions ou sur les événements qu'on fait. Mais ça se mélange toujours avec le public et on l'a bien constaté donc, que les sorties culturelles manquaient énormément, qu'on a proposé quelque chose à la Saint-Maclou, une installation vidéo. Et ben, ça a duré malheureusement, parce qu'il y a eu le Covid, mais il y a eu quand même un certain engouement pour notamment les likes sur les réseaux sociaux, mais aussi sur place où on a eu quand même du monde qui s'est déplacé et justement là, il n'y avait plus vraiment de concurrents parce que il n'y avait pas on ne peut plus aller au théâtre, on ne peut plus aller au musée. C'était un peu l'occasion de rêver pour des gens qui sont un peu en de culture et de partage d'art en fait. Oui. Effectivement. Et ça, je rebondis là-dessus, ça a été une belle expérience, effectivement, Feu Follet à l'être Saint-Maclou avec Pixel, parce que là, on a vu que c'était du numérique, mais que les gens avaient besoin de se retrouver et de vivre une expérience collective ensemble, et d'être, même si on est face à du numérique, finalement, le plus important pour les gens, c'est de se retrouver et d'être ensemble face à une œuvre. Et je rebondis sur un autre sujet, mais qu'elle soit physique ou numérique, finalement, ils avaient besoin de sortir et de voir du contenu numérique autrement que sur le web, effectivement. Alors, je rebondis juste sur ce que vous dites avant de reprendre les questions des gens qui nous regardent. Donc vous dites qu'il y a surtout un besoin d'expérience partagée au sein d'un lieu physique et ainsi de suite. Et moi, je veux revenir à ce moment-là sur les musées qui présentent des tablettes où il y a un moment donné, il y avait quelque chose en réalité augmentée avec des 3DS, je crois, des choses comme ça. Est-ce que ça, pour vous, ça participe à l'expérience du musée ou finalement, est-ce que ça fait que enfermer la personne sur le numérique et qu'elle ne profite pas vraiment du musée et de l'expérience partagée ou autre? Je pense que ça dépend de comment l'outil a été conçu. Effectivement, il y a des établissements où l'expérience numérique elle est extrêmement intéressante parce qu'elle vient compléter, elle est inscrite dans le parcours de visite et on va découvrir des contenus qui ne sont pas accessibles facilement dans l'établissement, enfin, un musée, un monument historique, peu importe. Et c'est vrai que la 3D dans les monuments historiques, ça a une valeur ajoutée assez importante. Après, les tablettes, c'est vrai que pour moi, c'est une vraie question. On a vu l'expérience au Louvre, quand ils ont lancé les tablettes avec un fabricant de jeux vidéo. On voyait très bien que la tablette était très, très utilisée pendant 30 minutes, on va dire ça comme ça, et que les visiteurs étaient accaparés par leur tablette, parfois même à oublier les œuvres qu'ils avaient devant les yeux. Et puis, en fait, assez naturellement, au bout de 2-3 scènes, en fait, la tablette, elle était plus du tout dans les mains des visiteurs, elle était suspendue au cordon et les visiteurs revenaient à la découverte des œuvres.
Donc, il y a un juste milieu, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Il y a des applications qui sont extrêmement bien faites, qui sont très intéressantes. Mais il faut faire attention quand on est sur une application, une expérience numérique in situ, c'est que le visiteur ne regarde pas l'œuvre qu'il a face à lui sur la tablette. Parce qu'il y a ce risque-là, en fait. C'est du coup, si l'œuvre est sur la tablette, on va regarder la tablette et pas l'œuvre qu'il y a face à nous. Ça, c'est dommage. Mais c'est comme tout, c'est un juste équilibre à trouver. Je pense qu'il y a des expériences, je pense à l'expérience Gigapixel qui a été développée par le Palais des Beaux-Arts de Lille. C'est marrant, c'est intéressant de pouvoir plonger dans une œuvre et d'aller découvrir des petits détails qu'on ne voit pas à l'œil nu. Il y a plein de choses comme ça qui sont des détails ludiques, intéressantes, et quand même des choses. Voilà, donc parce que toute l'expérience est bonne à prendre, mais on vient quand même, je trouve, en tout cas au sein des musées, on vient quand même en arrière quand même sur l'utilisation du numérique. À un moment donné, il y a une ambition du tout numérique et il fallait forcément avoir l'application la plus complète possible avec le plus de choses possible. Là, on revient quand même un petit peu en arrière. Ouais. Moi, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Juste, j'ajoute un complément parce qu'on a un exemple concret chez nous au Donjon de Rouen où on utilise depuis 2019 les casques de réalité virtuelle. Et lorsqu'on a réfléchi à ça, il était impératif pour nous que les casques de réalité virtuelle soient un outil, mais ne coupent pas le visiteur. Déjà de l'expérience de visite avec le groupe, et surtout ne coupe pas le visiteur de l'expérience avec le monument. L'idée avant tout, c'était de comprendre et de visiter le monument. Et donc, on a fait le choix que les casques de réalité virtuelle soient dans le parcours, donc dans le parcours de jeu, mais qu'en fait, qu'ils soient utilisés et qu'ils puissent être partagés entre les visiteurs. C'est pas chacun a son casque de réalité virtuelle et vit son expérience de façon solitaire. Là, c'est vraiment, on utilise le casque pour permettre des retours dans le passé, donc là, des retours au Moyen-Âge, des allers-retours donc avec le présent physique et le passé virtuel. Mais en fait, les gens c'est un dispositif où les visiteurs entre eux peuvent se passer le casque pour, voilà, en gros, pour pouvoir résoudre des défis et des énigmes entre eux. Mais on a vraiment été vigilants sur le fait qu'on ne voulait pas que les gens aient une expérience solitaire de la visite. Et je suis complètement d'accord sur le fait que les dispositifs mobiles comme ça peuvent des fois être un frein à la contemplation et un frein à l'immersion. Il faut vraiment faire attention à comment on introduit ces dispositifs dans la visite. Donc, ça peut être absolument formidable et ça peut aussi être finalement peu utilisé. D'accord. Et là, je reviens sur ce qui a été dit avant, sur notamment le choix des contenus à faire, qu'on diffusait sur Internet, qu'il allait falloir choisir ce qui avait été qualitatif ou autre. J'ai une question de Guillaume qui demande ce que vous pensez de la mise en place des jeux concours sur les réseaux sociaux par les structures culturelles ou patrimoniales qui faisaient gagner, par exemple, des billets, des rencontres ou des goodies par rapport à ces jeux. Ça fait partie de la communication. Là, on n'est plus dans la médiation, mais plutôt dans la communication. Nous, en fait, on a eu un constat un peu négatif des jeux, mais on faisait rien du tout, si ce n'est un bon point au retour au musée. Mais ces jeux-là, de quiz, etc., n'ont pas eu le succès, n'ont pas été très suivis. Contrairement à des ateliers en live avec un public adulte, on est revenu à un atelier qu'on faisait en présentiel, passer son certif. Là, on a eu vraiment adhésion. Et il y a eu beaucoup de personnes qui avaient participé et on l'a fait pendant les 2 confinements. Quant au jeu, c'est vraiment, de toute façon, moi je vous parle de notre expérience, hein. Même si on faisait, je vous l'ai dit, je répète, on n'a pas fait gagner des choses intéressantes. Hein. Du point de vue, je vais dire, peut-être de l'internaute, hein, pour nous, gagner un bon point, c'est une certaine reconnaissance intellectuelle. Donc, nous, notre expérience n'était pas très concluante, on va dire.
Et puis, juste pour revenir, je pense que dans le cadre du MUNAE, faire passer son certif ou avoir des bons points, enfin, ça fait partie aussi d'une expérience de médiation. Ça replonge, comme pouvait être l'école il y a pas si longtemps, mais un peu quand même. Mais je pense que, enfin, je ne sais pas, parce que je ne parle pas avec Guillaume, mais je pense que lui pensait à ces jeux peut-être de hasard où une roue tourne et félicitations, vous avez gagné une entrée au musée, ou des choses où on se questionne un peu sur l'utilité de la médiation, enfin, s'il y a une médiation dessus ou pas. Alors, ouais, nous, on n'est pas du tout allé dans ce champ-là. C'est vrai mais ça, en fait, on l'a déjà fait avant. En fait, on a pris l'habitude assez régulièrement de proposer des concours photos. Et ça, on a un retour qui est assez positif sur les concours photos parce qu'il y a une vraie participation pour le coup des visiteurs ou des non-visiteurs d'ailleurs. On sait que c'est des concours sur lesquels on touche des non-visiteurs. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Après, c'est vrai, on propose pas des lots incroyables. Mais j'ai honnêtement pas d'avis particulier. J'ai pas vu des concours comme ça en fait où la roue tourne. Donc voilà. D'accord. Bon, c'est pas grave. Les réseaux, ça va être vraiment un outil d'interaction en fait avec le public. Donc, en effet, oui, ça n'a pas vraiment de grand intérêt culturel de proposer une roue qui tourne au hasard. Après, en effet, ça dépend de ce qu'on propose sur le concours, quoi. Ça peut être vraiment mêler à la fois la communication et la médiation, comme faire passer son certificat, ou alors ça peut être purement de la communication et là du coup il faut l'assumer à fond, quoi. Après pourquoi pas, hein, si ça peut faire venir des gens qui n'ont pas l'habitude, pourquoi pas, mais après c'est vrai que ça n'a pas un grand intérêt mis à part celui-là. Ça permet de garder le lien, c'est déjà ça. Tout à fait. Ouais. Et en parlant de créer du lien ou de garder le lien, nous avons Brigitte qui se demande si comment il n'y a pas un risque que l'image numérique en fait suffise à certains publics et qui du coup ne viennent jamais au public. Je pense par exemple au concours photo dont vous parlez, que ça touche les non-visiteurs. Est-ce que finalement le numérique ça attire vraiment un nouveau public ou ça crée un nouveau public qui ne viendra jamais au musée, qui n'est pas un public du musée? Je pense qu'on n'a pas assez de recul là-dessus. Très honnêtement, pour avoir une réponse, là, je suis plutôt dans du ressenti, mais on est plutôt dans une appropriation vraiment intuitive. Il y a de toute façon une partie du public, on va dire, qui est derrière son écran, qui ne viendra pas au musée. Ça, c'est une évidence. Et en fait, c'est pas grave. Enfin, c'est une autre façon d'appréhender la culture, de faire des clins d'œil et de découvrir des collections. On voit bien que le public qui veut venir au musée, de toute façon, viendra. On l'a bien vu, nous, à la fin, quand on a réouvert nos sites au mois de juin dernier, les visiteurs qui avaient envie de venir sont venus et sont venus en affluence, vraiment. C'est vraiment l'un ne remplace pas l'autre et si un visiteur comme moi-même découvre les collections derrière son écran et ne vient pas au musée, il les aura découvertes de cette façon-là. Enfin, je pense qu'il ne faut pas vouloir plus que ce qu'on peut faire et que ce qu'on peut proposer de toute façon. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut pas voir tous le public en ligne comme un public physique potentiel. Voilà, il y aura des visiteurs. On n'a effectivement pas assez de recul là-dessus. Ça sera intéressant d'ailleurs de pouvoir faire des enquêtes de public suite à cette année où on a eu quasiment que des contacts virtuels avec nos visiteurs. Ça serait vraiment intéressant d'avoir des enquêtes de public l'année prochaine là-dessus. Maintenant, oui, si aussi ça nous permet de toucher d'autres publics et que ce public, de toute façon, qui ne viendrait pas au musée, reste des visiteurs virtuels, et pourquoi pas, c'est aussi une autre façon d'appréhender la culture. C'est bon. Sur cette appréhension de la culture, justement, là, on parlait un peu du lien entre le public et la médiation, mais c'était surtout le public numérique. Moi, j'aimerais
qu'on passe sur une dernière partie, vraiment sur le public physique et qui vient utiliser le numérique au sein de la structure. Donc, on en a parlé de ces tablettes et autres. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'un certain type de public vienne en fait utiliser le numérique et ne s'intéresse pas aux œuvres? C'est par exemple, je pense à des jeunes enfants ou à des adolescents. Dans ce musée-là, il y a des tablettes. Viens, on va jouer avec les tablettes plutôt que de vraiment regarder les œuvres finalement. Je pense que ça a été une appréhension. Il y a plusieurs qui parlent. Je vais faire parler. Non, mais c'est juste de donner un ordre. Les deux avis, je pense, sont intéressants. Madame Legris, vous commencez, Madame Dufay ensuite. Je pense que c'est une appréhension qu'on a pu avoir au début. Disant et puis parfois une volonté de dire on va développer le numérique pour faire venir les jeunes. Or, on sait que c'est pas parce qu'on a du numérique qu'on fait venir plus facilement les jeunes dans les musées. Et que les jeunes ont une utilisation assez raisonnable en fait du numérique dans les musées. Ils ne vont pas se jeter sur tout ce qu'il y a de numérique à tous les coups. Et c'est vrai que c'est des questions qui sont difficiles parce qu'à chaque fois ça nous questionne aussi sur nos parcours, sur nos façons de faire. Et puis il y a une utilisation du numérique et moi j'ai l'impression qu'on a souvent un train de retard en fait dans les institutions sur l'utilisation du numérique et que l'obsolescence nous oblige vraiment à nous interroger et à l'utiliser de façon assez prudente et personnelle. Après, je pense que Mme Dufay, qui a beaucoup plus de numérique au sein de sa structure, est certainement plus à même de. Moi, je pense que, alors pour un jeune et pour des enfants, avoir des tablettes, voir des tablettes dans un musée, c'est pas tellement, c'est pas très exotique, quoi. Ils en ont tous un peu chez eux, c'est des digital natives. Enfin, voilà, c'est pas ce qui va faire venir un enfant ou un jeune dans un musée, clairement. Par contre, moi, je crois beaucoup plus au numérique dans une scénographie et en tant qu'œuvre, en tant que telle. Une proposition artistique et une proposition culturelle numérique, ça oui, ça peut faire venir un public plus large. On l'a vu avec Pixel sur Feu Follet, qui est une installation numérique vraiment extraordinaire, qui est fermée depuis à cause du confinement. Mais là, on l'a vu que ça fait venir, par exemple, beaucoup d'enfants. Et les enfants qui participent et qui dansent avec l'installation, numérique. Donc, ça oui, et là, il y a un effet d'émerveillement, un effet de surprise à l'historial lorsqu'on crée une scénographie vraiment qui est basée pour le patrimoine, pour valoriser le patrimoine et qu'elle est créée en même temps que la restauration du site. Ça, oui, c'est quelque chose qui permet de faire venir un nouveau public. Avoir des outils numériques, des tablettes, etc., sauf si on met des millions d'euros dedans, je ne suis pas sûre que ça enchante plus que ça un public jeune. Donc, est-ce que ces ateliers avec du numérique, c'est une question de Guillaume, comment ça rencontre un grand succès et un succès particulier auprès du public plutôt que d'autres là, je m'adresse particulièrement à Pixel qui crée des ateliers avec du numérique. Est-ce que ça a un succès particulier par rapport à d'autres ateliers Oui, je pense qu'il y a une certaine, il y a un certain appel quand, notamment nous, on propose des choses autour du jeu vidéo. On ne propose pas que ça, mais on voit qu'il y a quand même un certain engouement dès qu'on propose quelque chose autour du jeu vidéo, notamment chez le jeune public. Mais en effet, les tablettes et tous les outils numériques sont quand même omniprésents pour la plupart des enfants qu'on accueille. Ils savent s'en servir, en fait. C'est assez rare qu'on ait un cas contraire. Je pense que le numérique, oui, peut être une sorte de produit d'appel, on va dire, pour justement faire s'ouvrir sur autre chose. C'est ce qu'on essaye de faire en fait pour nos expositions qui sont à la fois qui présentent à la fois du jeu vidéo, mais aussi d'autres œuvres qui sont sur support numérique, peut-être un peu moins accessibles dès le début si on n'a pas l'habitude de voir ces œuvres-là, et aussi sur support papier ou autre. Donc, vu qu'on essaie de faire des ponts entre tout ça,
Si on veut un exemple concret aussi, au tout début de Pixel, on avait fait une action à la bibliothèque Simone de Beauvoir. Et on proposait plusieurs jeux vidéo et puis plein d'autres choses. Et encore, on proposait des jeux vidéo indépendants, donc ce n'était pas des choses qui étaient connues du grand public. Et on s'est retrouvé avec des joueurs de GTA et Call of Duty qui étaient en train de faire pousser des fleurs dans un univers virtuel. Et ils sont restés des heures, ils ont terminé le jeu. Et pourtant, c'était pas la chose qui s'approchait le plus de GTA. Quoi. Donc, le produit d'appel, c'était « Ah, bah, c'est sur le PS4, ok, ça m'intéresse. Ah, mais est-ce qu'on peut mettre GTA ?» Bah non, on peut pas. Et en fait, ça a plutôt bien fonctionné. Donc, ils sont allés sur un support qu'ils connaissaient, ils sont allés vers quelque chose de plus indépendant, qui se voulait artistique, et avec un contenu un peu plus et donc, à côté de ça, c'est un exemple sur du jeu vidéo entre jeux vidéo qui est connu AAA, comme on dit, et vers quelque chose de très indépendant. Et voilà, il y a l'exemple concret de ah bah il y a des jeux vidéo et en même temps à côté on nous montre autre chose. Quoi. Après, ça n'est pas fait le cas en médiation, donc c'est aussi pour ça que nous, on est déjà sur support numérique, on présente déjà des supports numériques, donc l'humain, le côté humain, il est aussi important à apporter. On parle des œuvres numériques qu'on a ici, mais il y a quand même, on revient sur l'idée du partage humain entre le public et le médiateur. Oui, donc le numérique, là, il a un rôle un peu de produit d'appel. Finalement, ça va attirer, ça va permettre de découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude. Je pense donc notamment aux jeux vidéo, comme vous dites. Mais donc, vous parlez aussi de l'importance de l'humain encore. Par exemple, comment un musée qui aurait son fond entièrement numérisé et qui le proposerait en libre accès sur Internet, comment il y aurait toujours des gens pour aller dans ce musée. Les gens ne vont pas se satisfaire du fond numérisé, finalement. Non, heureusement. Bah oui. Et c'est quoi le rôle de l'humain par rapport au numérique alors à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait qu'on va toujours au musée même si il y a tout disponible sur Internet? Bah, je pense qu'on va toujours au musée parce que c'est une espèce de parenthèse. Le musée, la visite, le spectacle au théâtre, à l'opéra. C'est une parenthèse. On s'autorise à prendre un petit peu de temps dans notre journée pour une autre expérience. C'est vrai que le numérique, il est omniprésent dans nos quotidiens et il reste que les visiteurs aiment être face aux œuvres, aiment rencontrer et discuter en direct. Enfin, nous, c'est vraiment le retour qu'on a eu. Alors, on sait que la médiation face publique, c'est vraiment notre cœur de métier. Moi, j'y crois vraiment. Et le retour et la réouverture cet été a renforcé cette idée, c'est-à-dire que même des visiteurs qui avaient pu nous suivre sur les réseaux sociaux et découvrir autrement nos collections sur les réseaux sociaux pendant le premier confinement étaient heureux de revenir et là, de voir les médiateurs, de rediscuter en direct, de poser des questions en direct, de retrouver cette expérience physique du musée. Et là, finalement, on voit bien qu'il y a les réseaux sociaux. La question qui nous est le plus posée, c'est mais quand est-ce que vous reviendrez? C'est bien, c'est super, vous nous proposez des choses, mais nous, on veut le découvrir en vrai. Vous nous faites partager, on découvre une œuvre ensemble et on discute une œuvre ensemble sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais moi, je vais en discuter avec vous en vrai. Donc là, on voit bien qu'il y a ce besoin, et quand même, on a un outil numérique, même dans le musée, souvent, il y a une personne physique qui est aussi là pour médiater avec l'outil numérique. Le visiteur, il a besoin d'être accompagné. Souvent, alors on ne lui prend pas forcément la main, mais en tout cas, c'est rassurant d'avoir un humain à côté et derrière pour discuter et échanger. Donc, rien ne remplacera l'humain et la médiation. Ça, l'humain n'est pas seulement là pour résoudre les problèmes techniques qu'aurait la tablette. Quoi. Il faut aussi... Tout à fait. Ouais. Moi, j'ai un exemple concret sur l'être Saint-Macron.
pendant les journées du patrimoine, on a fait 4 formats de visite pendant les 2 jours. C'était aussi l'occasion de redécouvrir l'être Saint-Maclou qui a été entièrement restauré. Et ça nous a permis aussi de mieux comprendre les envies des visiteurs, puisqu'on a fait des visites classiques toute la journée, format visite classique. On a fait un format visite familiale avec un livret-jeu, un format visite théâtralisée avec acide caustique, une visite très décalée, et un format visite numérique avec une application, une web appli. Les visites classiques ont été remplies dès le matin pour toute la journée. On a refusé du monde toute la journée, donc des visites avec des guides. Ça a été vraiment un énorme succès. Le livret-jeu, les gens ont joué en famille avec le livret. Là, c'était un livret papier toute la journée. Les visites d'acide caustique aussi, ça a été rempli dès le matin. On a refusé du monde. Par contre, la web appli, elle a eu un peu de peine à trouver son public. On avait un médiateur qui était là, et c'est le médiateur qui allait vers les gens pour leur montrer comment ça fonctionnait. Et c'est là où on voit que finalement, ça reste un outil et que voilà, la visite avec un guide et le partage et le fait de pouvoir poser des questions en direct, ça remplacera jamais le numérique, ça l'accompagne, ça peut être un complément. C'est très utile et ça apporte beaucoup de choses, mais ça remplacera jamais le médiateur physique, ça j'en suis persuadée. Et vous pensez que les gens ils n'allaient pas vers l'appli parce que ils ne savaient pas comment ça fonctionnait, ils avaient peur de ne pas y arriver, comment pensaient que ça allait être compliqué, ou juste parce que le numérique ça leur disait pas à ce moment-là Je pense qu'il y avait une offre qui était assez pléthorique à ce moment-là, et entre choisir de passer un moment à plusieurs avec un guide ou avec une troupe de théâtre et être seul peut-être avec une appli qu'on maîtrise pas forcément, et voilà, le choix était peut-être plus simple. Et puis à ce moment-là, on était aussi sur la période qui était l'été, entre 2 confinements. Donc ça explique aussi peut-être que les gens avaient besoin d'un lien physique. Mais voilà, ça peut quand même rassurer certaines craintes par rapport à la disparition des musées classiques ou des sites classiques et de la médiation classique. D'accord. Est-ce que vous pensez que le numérique aussi, ça peut ajouter quelque chose à l'œuvre ou comment enlever? Est-ce que ça peut ajouter une dimension à l'œuvre qui ne serait pas disponible, par exemple, si on était sans ça, justement, sans l'apport du numérique? Oui, clairement, moi je trouve que le numérique, il est intéressant, par exemple, quand nous on a par exemple, face à une peinture, à une sculpture, c'est quand tout d'un coup on peut ajouter un apport en musique pour contextualiser, pour faire des liens, en fait, faire des ouvertures. Si on voit un poète représenté, l'entendre, écouter ce poète, voir un mouvement, on est dans l'ouverture et dans l'ajout d'autre chose. Ou alors des applications qui peuvent être intéressantes, c'est-à-dire qui permettent de voir ce qu'il y a sous la couche picturale. C'est des choses qui sont assez drôles et qui sont intéressantes. Mais on est sur une valeur, là, on est, pour moi, pour le coup, vraiment sur une valeur ajoutée. Quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas faire si on n'a pas cet outil. Pour moi, le numérique, il est vraiment là pour ajouter en plus. Il n'est pas pour remplacer quelque chose qu'on pourrait faire autrement. Je pense qu'il est intéressant à cet endroit-là. D'accord, donc pour vous, c'est même pas le numérique peut ajouter quelque chose à l'œuvre, c'est doit ajouter quelque chose à l'œuvre, sinon il n'est pas utile dans la médiation. Oui. Et sur le patrimoine, c'est extrêmement intéressant, notamment lorsque des éléments de patrimoine ont disparu. Par exemple, je pense au château de Rouen, sur lequel il ne nous reste plus que le donjon de Rouen. Le fait de pouvoir reconstituer le château en numérique tel qu'il était à l'époque, ça c'est vraiment, ça c'est formidable. Donc oui, sur certains domaines, et notamment l'aspect historique et patrimonial, c'est un plus qui est vraiment intéressant. Et donc j'ai une question qui va avec cette première. Est-ce que donc le numérique peut et doit ajouter quelque chose à l'œuvre, mais est-ce qu'il peut aussi dénaturer comment l'œuvre ou le lieu, la question que j'ai posée, donc c'est une question de Guillaume,
ça parle de l'historial Jeanne d'Arc où il se pose la question de est-ce que le numérique peut dénaturer comment le lieu architectural dans lequel prend place comment l'historial Jeanne d'Arc. Est-ce que c'était une problématique auquel vous avez pensé, notamment en mettant en place les écrans, les projecteurs dans ce lieu? Bah, tout à fait. En fait, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que la scénographie a été pensée en même temps que le chantier. C'est le chantier de restauration de l'historial Jeanne d'Arc. Donc là, il n'a pas dénaturé, il a été pensé complètement en même temps. C'est une scénographie qui a été créée vraiment pour le lieu. Et là, ça a été plus de 2 ans de chantier, à la fois sur la restauration et sur la scénographie. Et alors, c'est pas à moi de juger, c'est plutôt aux visiteurs et aux autres de dire si ça dénature le site ou pas. Évidemment, moi, je vais pas être très objective là-dessus. Mais en tout cas, on a tout fait pour que le numérique et la pierre et le patrimoine soient harmonieux et vraiment créer une scénographie ensemble, complète. Là-dessus, l'objectif, c'était ça, c'était d'allier les deux. Maintenant, effectivement, le retour des visiteurs est très bon, donc je pense qu'on a un peu réussi. Mais c'était un vrai défi technique, hein. Un vrai défi technique, ça n'a pas été simple. On a essuyé beaucoup de plâtre parce que c'est pas évident de mettre autant de technologie dans un lieu aussi contraint. Donc le numérique, c'est aussi beaucoup de contraintes, mais le résultat est très satisfaisant. On n'a effectivement pas parlé des contraintes que posait le numérique à installer dans un lieu, parce que ça nécessite d'avoir du Wi-Fi, ça nécessite d'avoir de recharger tous ces matériels et autres. Donc c'est un peu tard dans la visio, mais je pense que ça peut être intéressant aussi d'en parler de toutes ces contraintes en fait qui sont liées au numérique pour que le visiteur en prenne conscience, je pense. Bah, clairement, c'est un frein. Les contraintes techniques, c'est un vrai frein pour le numérique. C'est-à-dire que c'est un métier d'être capable de gérer les problèmes et qu'il y a toujours des problèmes avec le numérique. Et qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'être dans un lieu et que la tablette ou que l'écran ne marche pas. C'est toujours à ce moment-là donc c'est un frein. C'est un vrai frein pour le coup. Il n'y a qu'à voir sur la visio, là, où j'ai perdu de visu Madame Dufay pendant un moment. Oui, effectivement. En fait, il faut savoir que le numérique, les scénographies tombent toujours en panne un dimanche ou pendant les vacances. Ça, c'est systématique. Et surtout quand on n'a pas de technicien disponible. Ça, oui, non, c'est une vraie contrainte, c'est une vraie contrainte, le numérique. Ça tombe jamais en panne au bon moment. D'ailleurs, d'où l'intérêt de garder aussi… Attendez, est-ce que vous êtes deux à parler en même temps, juste là? Comment Madame Damani commencer, puis comment Madame Lemieux, ça sera juste après. Juste un complément en disant que d'où l'utilité de garder quand même les expositions, les œuvres réelles, in situ. Nous, on a eu en effet ce problème de tablette, d'application, cette application qu'on avait eue pendant 3 ans qui aide à la visite. On a essayé de faire des parcours ludiques, des parcours explicatifs aussi de l'exposition permanente et des expositions temporaires en 2 langues, en français et en anglais. Et personne n'en voulait, enfin, beaucoup de personnes n'en voulaient pas. Et quand les personnes, généralement, c'était des enfants, quand les personnes venaient avec des enfants et prenaient la tablette, eh bien, il y avait toujours un problème quand on appuie sur le point où il faut aller chercher l'information, même la question ne venait pas. Donc, et les médiatrices, n'étant pas, c'est ce qui vient d'être dit, n'étant pas techniciennes, elles essayaient juste de fermer, rallumer et rallumer. Ça marchait des fois, ça ne marchait pas. Et quand ça ne marchait pas, eh bien, on prenait la tablette, on faisait une visite guidée, une petite visite guidée pour un petit peu penser la présentation de l'utilisation de la tablette, qui n'était pas très demandée, hein, cette tablette. Donc, oui, ça peut être un frein des fois la visite. Géraldine ?
En effet, ça tombe toujours en panne les dimanches et les week-ends. Donc, on peut dire que nous, on travaille souvent les dimanches et les vacances. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'était que ça peut être un frein pour certaines structures qui n'ont pas prévu en fait un support technique ou alors qui n'ont pas de techniciens dans leur équipe, quoi. Ce qui fait aussi que, enfin, en fait, ça m'amène aussi à valoriser un petit peu le travail justement de ces techniciens. Parce que c'est vraiment essentiel en fait dans une équipe. On peut pas, ça s'improvise pas, quoi, en fait. Nous-mêmes, quand on travaille dans le numérique, mais ça veut pas dire qu'on est tous des professionnels de la technique, surtout pas moi, hein. Faut pas trop me confier tout ça. Bon, les tablettes ça va, mais le reste c'est compliqué. Et en fait, on voit aussi comment justement on peut travailler en équipe avec des gens qui s'y connaissent beaucoup plus en technique, dont c'est le métier. Et pour moi, c'est essentiel d'avoir au moins une personne qui maîtrise ces technologies-là quand on met en place des scénographies comme à l'Historial ou autre. Et il y a le côté support technique, mais il y a le côté développement aussi. Encore une fois, c'est un métier et enfin, voilà, c'est très important d'en avoir conscience. On ne peut pas s'improviser développeur ou technicien comme ça en étant développeur culturel ou chargé de communication, quoi. Oui. Et, c'est vrai que du coup, sur des installations comme celle-ci, de mapping, par exemple, là, du coup, c'est vraiment très, très spécifique, quoi. Et on a à la fois besoin de quelqu'un qui connaît très bien le lieu, l'architecture, et aussi quelqu'un qui connaît très bien les outils techniques afin de justement pas forcément dénaturer le lieu, mais y ajouter quelque chose, comme quand on voit les mappings sur la cathédrale, par exemple. Pas du tout la même expérience, on va pas aller chercher la même chose, d'aller voir une cathédrale et puis d'aller voir un spectacle projeté sur la cathédrale. Oui. Quand bien même il se cale sur les lignes architecturales du bâtiment, quoi. Pour l'Historial, par exemple, c'est deux techniciens en permanence. D'accord, oui, donc il faut des techniciens toujours, en plus des médiateurs, Sûr, en plus des techniciens très formés sur des dispositifs très spécifiques. Donc, c'est des compétences vraiment assez rares et assez recherchées, ouais. Il y a justement des internautes là, qui nous regardent, Guillaume par exemple, qui se pose la question de est-ce que c'est difficile à créer une visite virtuelle et comment est-ce qu'on fait une visite virtuelle? Bien, moi, je peux parler de l'expérience de la dernière visite virtuelle dont on est vraiment très fiers, mais ça n'a pas été créé par nous, hein. C'est une scénographe, c'est l'entreprise des scénographes qui ont créé une superbe belle visite exposition virtuelle que nous avons aussi adaptée à une visite. Donc là, nous avons une visite virtuelle de l'exposition virtuelle. Mais, nous, on n'a pas d'expérience. Nous sommes que des médiatrices. Nous avons un seul technicien en informatique, donc on n'est pas, même si nos services de tutelle qui sont très loin, qui sont à Poitiers. Donc, non, on n'a pas créé. On a créé, par exemple, une exposition qui n'est pas virtuelle, mais qui est en ligne. C'est ce que j'ai dit au départ. Donc, c'est une exposition avec un contenu, vraiment des panneaux de l'exposition prévus in situ et juste adapté à une application maison du réseau Canopé et qu'on a mis sur le site. Donc, nous, on n'a pas de compétences techniques pour fabriquer des expositions virtuelles. D'accord, merci. Donc, pour finalement, oui, pardon, non, c'est bon. Finalement, oui, le musée, il ne peut pas assumer tout seul l'entretien, la conception du numérique. Il est obligé de demander à des vrais professionnels dont c'est le métier, et ce n'est pas le métier du musée de faire du numérique. Je vais commencer à préparer la fin de la conférence parce qu'on approche à la fin. Je vais juste vous poser une dernière question pour ouvrir.
est-ce que selon vous, le numérique est déjà ou va devenir un art à part entière finalement? Est-ce qu'il y aura des musées qui n'exposeront que du numérique plus tard? Je pense que Pixel peut déjà commencer à répondre à la question parce que là, c'est un peu votre fer de lance. Non, bah du coup, moi, je pense que le numérique est un outil de médiation, mais aussi, du coup, il existe évidemment des œuvres numériques qui sont à la fois issus de l'art contemporain, qui utilisent tout plein de techniques différentes comme le mapping ou l'art vidéo ou autre. Les bandes son également, ça peut être aussi pas forcément de l'image. Donc pour moi, c'est déjà le cas en fait depuis longtemps. Et aussi, j'ajoute à ça par rapport à ce qu'on défend chez Pixel, c'est que certains jeux vidéo et même le jeu vidéo peut être considéré aujourd'hui comme un art. On est en pleine transition là-dessus. En fait, tout comme quand on parle d'un film ou d'une autre œuvre, on a à la fois des techniciens, mais aussi des personnes qui sont au scénario, des personnes qui sont au graphisme, au dessin. Et donc voilà, c'est tout un générique qui se complète, pardon. Et pour moi, du coup, je vois pas pourquoi ça ne serait pas de l'art. Et il existe déjà en fait des expositions. Il n'y a pas que Pixel, hein, il y a aussi un musée qui a ouvert il y a quelques années qui s'appelle le Musée des Arts Ludiques. Donc, il prouve aussi qu'on est en pleine démocratisation de tous ces médias qui, pour moi, sont déjà artistiques. Et il y a aussi le CNC qui a ouvert toute une session autour des nouvelles écritures et qui inclut à la fois le jeu vidéo, le web documentaire, etc. Donc on est en plein glissement en fait. Enfin, on est bien avancé déjà dans ce glissement-là puisque les institutions commencent à se mobiliser autour du numérique. Après, c'est plus compliqué en région de défendre ça, par exemple à la DRAC, où ça commence à bouger là depuis dernièrement, et on commence à avoir des interlocuteurs, mais il y a 5 ans, quand on a monté Pixel, c'était pas encore le cas. On était encore selon les projets, on savait pas trop à qui s'adresser, si on devait s'adresser aux référents cinéma, aux référents musique, aux référents art plastique. Et là, du coup, ça commence à être un peu plus clair dans la tête des publics et donc des institutions aussi. D'accord. Bon, à savoir si dans ces musées qui présenteront le numérique comme un art, la médiation sera elle-même numérique ou humaine. À voir. Pour compléter, je voudrais juste, je pense que le numérique est un art, ça c'est une évidence. Après, je crois plus dans la mixité des lieux, dans la mixité des discours et des propositions. Enfin, là, typiquement, en ce moment, on travaille sur une exposition en lien avec l'œuvre de Flaubert Salammbô. Donc, voilà, on va dire un monument pour le coup de la littérature qui a inspiré une multitude d'artistes classiques, ainsi de suite. Mais il s'avère que Salammbô, ça va jusqu'au jeu vidéo. Et du coup, c'est intéressant de tirer le fil et d'aller jusque-là, je pense, de montrer à quel point, voilà, finalement, on peut toucher, appréhender tous les arts et toucher tous les publics à partir d'une même œuvre. Et je trouve ça intéressant. Alors, on essaye de le faire, j'espère qu'on va pouvoir le faire, mais que le jeu vidéo, du coup, intègre une exposition d'art assez classique. Je trouve qu'on touche des choses qui sont pour le coup intéressantes. Et ça replace aussi le numérique, je trouve, à son endroit. Dans le juste développement des arts. Il y a quelques années, on n'aurait jamais imaginé avoir de la BD dans les musées des Beaux-Arts. Aujourd'hui, ça fait plus débat. C'est la suite logique, en fait. D'accord. Eh bien, pour conclure sur cette conférence, on a vu que le numérique, ça allait pas remplacer l'humain tout de suite, que ça allait cohabiter encore un moment et autres. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose pour conclure cette conférence ou autre?
Non, alors c'est parfait. Je vais pouvoir vous remercier. Non, mais moi, Oui, pardon. je veux bien ajouter un truc juste pour illustrer le fait que le numérique remplace pas l'humain. Nous, on cherche un stagiaire, si ça intéresse des étudiants, à la régie, et notamment sur cet aspect vidéo et médiation et communication en ligne. Donc, on a besoin de vrais gens pour faire des contenus numériques. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez me contacter. On cherche un stage de 3 à 6 mois. Voilà. C'est bon, personne pour les petites annonces, on est bon. L'année prochaine, peut-être un sujet sur le transhumanisme pourrait être intéressant. Pratiquement sur les médiateurs transhumains. Il y a déjà des médiateurs robots dans certains musées. On va continuer comme ça. Alors, je voulais vous remercier vraiment toutes les 4 d'avoir participé à la conférence. Moi, c'était la première fois que j'animais une visio et vous m'avez vraiment facilité la tâche à vous répondre, à être intéressante comme ça. Je voudrais remercier toute l'équipe de captation qui a bien travaillé pendant tout. Il n'y a pas eu d'accro, enfin, je ne sais pas pour vous, le public. En tout cas, chez nous, il n'y a pas eu de gros accros qui a fait que ça n'a pas marché. Donc, merci à eux. Je vais remercier aussi Joanne, Maëlle, Caroline, Dionissa, Sonia et Amandine qui sont toutes parties du groupe numérique. On ne voit que moi à l'écran, mais on a toutes travaillé. Et je vais remercier notamment le public aussi d'avoir posé plein de questions. Parce que ça rendait vraiment la conférence vivante. Donc, effectivement, moi, j'avais mon fil sous les yeux, mais c'est toujours mieux si vous posez les questions et si on peut vous répondre directement. Donc, merci à vous d'être là ce matin. Et n'oubliez pas le prochain rendez-vous des tables rondes de la culture. Donc, c'est à 14h. C'est aussi sur l'événement. Vous avez réussi à trouver ce matin. Vous allez forcément trouver cet après-midi. Donc, c'est à 14h et ça portera sur réalité, enjeux et scission entre médiation et animation sociale et socio-culturelle. Donc, je répète, ce sera à 14h au même endroit que cette visio. Et encore merci à tous beaucoup et au revoir. Merci. Merci, au revoir.